accueillir sans tarder Abla Benilout Fauché, donc, qui est chef de la mission de la stratégie de la prospective du numérique au Centre des Monuments Nationaux, que je vous invite à applaudir pendant qu'elle me rejoint ici. Voilà, ici. Non, ici, là. C'est bien, bien dans l'axe pour nos amis qui sont sur Internet. Et nous allons aller chercher tout de suite Agnès Alfandari, qui devait être avec nous ce matin, mais voilà, qui a été empêchée et qui est avec nous par les joies du numérique, pour le coup. Donc, on va faire un petit test, hein, puisque du coup, il a fallu improviser. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, Agnès ? Bonjour à toutes et tous. Ah ben, on vous entend parfaitement, c'est formidable. Formidable. Parfait. Navré de ne pas être avec vous physiquement. Donc, on va commencer avec Abla. Agnès, normalement, comme vous êtes orientée, vous devez voir l'écran qui est derrière moi. Donc, normalement, on va y arriver. On commence par le film non, je vais commencer par l'image. Eh ben, voilà. Bonjour à tous. Donc, je peux enlever mon masque, ce qui est merveilleux. Donc, je suis Abla Benilout Fauché, chef de mission au numérique au Centre des Monuments Nationaux. Le Centre des Monuments Nationaux, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est le premier opérateur culturel en France, avec en temps normal, mais si j'ose plus tellement parler de temps normal, on accueille 10 millions de visiteurs par an. Et on a trois missions principales. Une mission de conservation et de restauration de nos 100 monuments. Une mission d'accueil des publics, donc billetterie, boutique, médiation. Et une troisième mission de valorisation. Ici en Auvergne, donc, on est représenté par Lionel Arnaud, qui est ici présent. Donc on a 35 administrateurs dans toute la France. Et on administre en particulier le parcours de la cathédrale du Puy, que j'ai découvert hier soir. Et je tiens vraiment à dire, enfin, j'ai fait tout le parcours, que j'étais vraiment éblouie. Alors même si c'était une visite nocturne, mais voilà, c'était une très belle découverte pour moi. Et j'étais aussi vraiment impressionnée par l'initiative du département, de la région, en fait, de mise en valeur de ce patrimoine qui est absolument exceptionnel. Donc, je vous ai présenté le Centre des Monuments Nationaux. Donc là, j'avais pris l'image du Mont-Saint-Michel, parce qu'on a des monuments qui sont très connus, comme le Mont-Saint-Michel, l'Arc de Triomphe, le Panthéon, et puis on a des trésors cachés à révéler partout en France. La première question qui m'a été posée par Sébastien, c'est quelle est ma définition de la filière Héritech. Alors c'est une question qui est difficile. Difficile parce que déjà il y a une définition qui est difficile de l'Héritech, puisqu'on a vu émerger depuis plusieurs années maintenant des acteurs qui font référence à un niveau international sur la conservation du patrimoine, et la numérisation en particulier, et puis aussi sur la médiation, l'expérience de visite. Et c'est des acteurs qui sont un peu hybrides parce qu'ils se nourrissent en fait d'un terreau qui est exceptionnel en France et dont on peut être vraiment fier, d'expertise dans les jeux vidéo, l'animation, la production audiovisuelle, la numérisation, le tourisme. Donc c'est difficilement classable en fait, c'est protéiforme, hybride. Et donc, on a vu émerger ces acteurs au service de la conservation et de l'expérience des publics. Vous en avez vu des pépites hier. Et clairement, j'étais pas très à l'aise avec le terme Héritech, pour tout dire. Je le comprends et il est parlant, mais ce qui fait la force de ces acteurs, c'est... alors, j'y suis pas encore, hein, je vais accélérer, mais ce qui fait la force de ces acteurs, c'est leur capacité à raconter des histoires. Et justement, la capacité à faire oublier la technologie. Et donc, c'est pas uniquement un prisme technologique, c'est aussi un prisme narratif. Ce sont des auteurs, en fait, exceptionnels, en fait. Et Agnès Alfandari va
va expliquer aussi comment son travail aussi pour valoriser tout cet écosystème à l'international. Et j'étais pas très à l'aise sur le terme de filière non plus. Ah ben dites donc. Mais parce que pour moi, la filière n'existe pas encore. Non. Et du coup, j'étais à l'aise sur votre initiative et l'initiative de la filière Heritech, parce que, à l'inverse d'autres industries, on a vraiment des enjeux de mutualiser des outils, des plateformes, de mutualiser la R&D. On a des enjeux de contribuer au développement de ces pépites, de les accompagner aussi dans leur développement à l'international. Et donc, je suis très à l'aise avec cette notion. Enfin. Mais elle reste à construire et tout reste à faire, et on est très heureux d'être présent aujourd'hui avec vous. Merci à vous. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que j'étais là pour vous parler de l'incubateur du patrimoine. Il reste 5 minutes en théorie. 5 minutes, ok. Donc, le CMN, depuis même plus d'une dizaine d'années, on mène des expérimentations dans le numérique, dans le patrimoine. Il y a eu des très belles réussites. En particulier ce qu'on a mis en œuvre avec Histovéry, que vous avez rencontré aussi hier. Qui a son stand, effectivement. Voilà, à la conciergerie, où pour moi c'est vraiment un très bon cas d'école. Il y a eu des flops, et voilà, c'est la vie du numérique. Et là maintenant, on est arrivé vraiment à une phase de maturité où on a deux objectifs. Un objectif de continuer à expérimenter, mais pas seulement dans le numérique, puisqu'on est persuadé que l'innovation maintenant dépasse le numérique et qu'on a des enjeux aussi d'innovation sociale, d'innovation durable. Et on a du coup une cellule qu'on a créée pour pousser l'innovation dans le patrimoine au sens large, c'est l'incubateur. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est un axe de développement du numérique dans nos monuments, où là, on n'est plus dans l'expérimentation. On est vraiment dans des logiques de prestations commerciales, on est dans des logiques de concession, on est dans des logiques de coproduction, en particulier autour des technologies immersives, réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc, par exemple, on va lancer l'année prochaine un jeu Assassin's Creed à Carcassonne, avec de la réalité augmentée. On coproduit avec le studio Lucid Realities une expérience de réalité virtuelle sur la ville de la Savoie du Corbusier. Et à chaque fois, on fait vraiment attention à réfléchir à l'expérience globale, et on en a pas mal parlé aujourd'hui. Et j'aime souvent dire qu'il y a deux faces du numérique, c'est un peu comme Star Wars. Il y a la face de lumière, qui permet vraiment de mieux comprendre le patrimoine, de diffuser le patrimoine hors les murs. Et puis, il y a la face sombre, le côté obscur. Et le côté obscur, si on ne le prend pas en compte, en fait, on peut faire des flops. C'est ne pas avoir une approche design thinking, vraiment pensée visiteur. C'est ne pas anticiper la maintenance, ou avoir une logique très technocentrée où on veut à tout prix utiliser de l'état de technologie, alors que parfois, un flyer papier fait aussi bien le job. Donc vraiment, on a ces deux axes, expérimentation et diffusion et développement, en fait. Et sur le volet expérimentation, l'incubateur, donc on l'a créé il y a 3 ans. Et on va vous passer une petite vidéo dans les minutes qui me restent. J'ose pas dire la minute qui me reste. C'est pas loin. Merci beaucoup. Si j'avais été un peu plus dans l'anticipation, vous voyez, j'aurais tout prévu. En même temps, je vous l'ai envoyé hier soir. Je ne devrais pas le dire. Non, mais... En cliquant sur le slide, vous pouvez la... Non, parce que j'ai... Elle était intégrée aussi dans le slide. Alors, voilà, c'est un moment un peu pénible pour moi. Ok, voyez, écoutez, sinon, ça, je ne en fait, retirerai pas si vous voulez, je vais vous faire la vidéo. Ce sera plus simple, non, Sébastien. Je l'ai. Voilà, elle est là. Donc, c'est une petite vidéo de présentation en quelques minutes de l'incubateur du patrimoine. Allez, on est parti. Ça commence bien.
C'est quoi, Alors, combien de startups, combien de promotions? alors on reçoit à peu près 80 candidatures par an. Donc, on a une promotion par an. Et on accueille entre 5 et 8 startups par an. D'accord. Voilà. Donc, il me reste un peu de temps ou pas? 1 minute. 1 minute. La petite dernière. La petite dernière. Donc, vous pouvez peut-être remonter. Je vais donner quelques exemples. Donc, Askmona, donc, qui propose en fait des chatbots basés sur des briques aussi d'intelligence artificielle pour gérer en fait toutes les questions d'infos pratiques qui engorgent en fait nos standards dans nos monuments. Donc l'idée c'est vraiment de dégager du temps auprès des agents grâce à ce chatbot pour leur permettre en fait de passer plus de temps sur des tâches à plus de valeur ajoutée. Donc on comptait lancer donc on a fait une expérimentation avec eux et on comptait lancer un marché cette année. Puis le virus dont je n'ose plus prononcer le nom tellement on l'entend nous est tombé dessus et donc on l'a mis en suspens, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et je voulais terminer sur un deuxième exemple. Juste après. Non, alors celui-là, on va le passer parce que je ne vais pas avoir le temps. Sherlock? Alors non, voilà celui-ci. Donc, on a travaillé avec un studio qui s'appelle Aken, qui a une démarche vraiment très sensible d'intégration du numérique dans les monuments. Ça rejoint un peu ce que vous avez vu hier avec Volvicomte sur un parti pris d'immersion sonore qui du coup permet vraiment une expérience sensible dans le monument. Et donc là, l'idée, c'est que donc le visiteur, donc c'est dans une des tours du château de Versailles, s'installe sur ce mobilier qui est en bois, donc qui est chaud, et navigue en fait dans l'expérience sonore via le toucher en touchant en fait l'accoudoir de ce fauteuil en fait connecté. Et donc on croit aussi beaucoup à de nouvelles expériences qui sortent un peu du cadre, avec vraiment et quand le numérique en fait arrive à créer de l'émotion. Et voilà, c'est un bon cas d'école avec de l'ensemble des sens. Voilà, tout à fait. Super, j'ai montré effectivement les startups qui sont sorties de la promotion. Voilà, retenez ces noms-là, hein, Wintual qui nous vient de PACA, notamment, qui nous a emmené au CES. Merci beaucoup pour ce partage. Abla, vous restez avec nous. On va accueillir, on applaudit Abla, s'il vous plaît, évidemment. Merci. On va accueillir donc Agnès à distance avec nous. Merci de votre patience, Agnès. On a un petit peu de retard sur l'horaire initial, mais tout va bien. On est ravis de vous avoir avec nous. Donc, Abla disait qu'elle était sceptique au départ sur la notion de filière parce que de fait, elle n'existe pas. Sauf que cette filière qui n'existe pas, vous en faites déjà la promotion à l'international. Racontez-nous. Alors, si vous voulez bien peut-être projeter les slides ou les partager. Je vais juste, bonjour à toutes et tous, pardon encore une fois de ne pas être présente physiquement, j'aurais adoré. Juste un petit mot sur l'Institut français très rapidement, donc, dont je suis la directrice du département numérique. Donc l'Institut français, c'est un établissement public qui travaille sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture et qui promeut la culture française à l'international. On peut faire défiler les 4 premières slides rapidement. Ce travail de promotion, on le fait en lien avec l'ensemble de ce qu'on appelle le réseau diplomatique français à l'étranger. Donc, c'est tous les services culturels, des ambassades, des consulats, les instituts français et les alliances françaises dans le monde. Et cela couvre, si vous voulez bien, Sébastien, peut-être montrer les... Ça, c'était juste pour évoquer l'international. On peut passer aux 2 slides suivants qui illustrent les secteurs fort nombreux que l'on couvre, donc le cinéma, le spectacle vivant, les saisons croisées, les programmes de résidence et sur la slide suivante, le débat d'idées, l'architecture, la promotion du français et le numérique. Et c'est ce dont je vais parler évidemment un peu plus précisément puisque c'est ce dont notre département s'occupe. Alors très très rapidement, on peut faire défiler
projeter toutes ces slides qui vous montrent un peu le champ des sujets numériques que l'on couvre, les réalités virtuelles, l'art numérique, le spectacle vivant qui hybride aussi, le livre innovant, c'est la slide suivante, tout ce qui concerne le transmédia, donc la web documentaire, fiction pour le web, le jeu vidéo, une industrie pour le coup bien organisée en filière, tout ce qui concerne les expériences immersives, l'éducation numérique, l'éducation artistique et culturelle, et enfin le sujet qui nous occupe plus particulièrement, et peut-être vous reconnaîtrez un objet et une société qui a été citée à l'instant, donc tout ce qui concerne les outils de médiation et plus largement donc ce qu'on a appelé la médiation numérique et l'innovation culturelle. Alors, très concrètement, sur ce sujet, nous venons de mener une initiative qui est ce catalogue que vous voyez à l'écran, qui est destiné à nos collègues à l'étranger et qui fait effectivement la promotion d'un ensemble de savoir-faire français dans ce domaine. On a en fait saisi un peu une double opportunité, un double fait, on va dire, qui est qu'à la fois la France est très, très identifiée à l'étranger du fait de sa culture patrimoniale, touristique, de son histoire patrimoniale, culturelle et touristique. Lorsque des grands projets de développement culturel et touristique s'organisent, se montent à l'étranger, il n'est pas rare, il est même très, très fréquent que les gouvernements ou les porteurs de projets publics ou privés se tournent vers des acteurs français pour du conseil. Moi, j'ai travaillé de longues années au musée du Louvre, notamment. On était continuellement sollicités sur ces sujets-là, et c'est le cas du CMN également, sur la mise en tourisme, la formation des équipes, quels sont les métiers qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces projets. Ce que l'on souhaite faire au travers de ce catalogue, c'est de montrer que derrière ces grandes institutions, publiques notamment et privées parfois, existe aussi tout un écosystème d'expertise et de savoir-faire privé qui rentre aussi dans l'organisation et la mise en œuvre de ces projets. Et c'est toute cette chaîne de valeur que l'on souhaite valoriser à l'intérieur de ce catalogue. La double opportunité, c'est que la première opportunité, c'est cette expertise française réelle qui existe. La deuxième opportunité, c'est que nos collègues, le réseau diplomatique français à l'étranger, ce sont des hommes et des femmes qui sont en contact déjà avec l'ensemble des acteurs culturels à l'étranger et qui sont donc en contact avec des directrices et directeurs de musées, qui sont en contact avec les personnes au sein des gouvernements qui s'occupent de ces projets de développement culturel ou touristique. Donc on a déjà ces liens. Et l'idée, c'est vraiment de profiter de ce maillage et de ce réseau existant pour, d'une certaine manière, mettre sous le nez de ces personnes cette expertise française qui est peut-être un petit peu moins identifiée que ne le sont le Mont-Saint-Michel ou le musée du Louvre. Et qui par ailleurs fait l'objet d'une concurrence féroce d'autres pays. Je pense notamment aux pays anglo-saxons qui sont très à l'affût de ces projets et très rapides à mettre en avant les entreprises qui chez eux peuvent remporter les marchés. Donc on est dans une logique, là pour le coup, de filière dans le sens où on est clairement dans un objectif d'ouverture de marché pour les acteurs français. Mais en revanche, je rejoins complètement ce qui a été dit. La filière n'est pas encore complètement existante puisque l'écosystème, la structuration des acteurs n'est pas complètement mature et aboutie. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, il y a déjà de nombreuses entreprises qui existent et qui ont déjà une activité à l'international ou qui sont capables d'en développer une. Et c'est ce qu'on met en avant dans ce catalogue. Alors, on peut le feuilleter rapidement si vous le voulez. Donc, vous voyez sur la slide suivante, donc c'est le sommaire de ce catalogue. Alors, je précise que ce catalogue est en anglais puisqu'il est destiné à l'international.
Donc, on a essayé, alors, ça n'est pas un catalogue exhaustif. Et j'insiste pour ceux d'entre vous qui sont dans la salle et qui sont à la tête d'entreprises qui proposent ce type de service, vraiment, faites-vous connaître de nous. On a opéré une sélection, d'ailleurs, c'est un jury professionnel hein, qui a opéré une sélection qu'on a voulu représentative, mais pas exhaustive. Donc, il ne s'agit pas d'un annuaire, il s'agit vraiment d'une sorte de présentation représentative de ce que la France, des métiers et des expertises qu'on peut trouver chez les acteurs français. Mais nous diffusons beaucoup plus largement l'information auprès de nos collègues, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une liste bis qui n'a pas pu rentrer dans le catalogue pour le concert, faire en sorte qu'il soit digeste hein, et que ce soit un objet facile à consulter et à comprendre. Mais bien évidemment, notre rôle, c'est de valoriser l'ensemble des entreprises. Donc vraiment, faites-vous connaître de nous pour qu'on puisse, à notre tour, vous faire connaître de nos collègues et transmettre l'information. Donc, on va revenir un petit peu sur ces différentes sections en les feuilletant. Juste en introduction de ce catalogue, on a souhaité mettre en avant quelques institutions importantes françaises, qui sont donc je dirais, si on fait une métaphore de vélo, par exemple, on va dire que c'est vraiment le leader et qu'on essaie de mettre les entreprises dans la roue de ces grandes institutions qui sont, elles, déjà bien connues à l'international. Et on a interrogé ces institutions sur leur usage du numérique et de l'innovation en général. Donc, effectivement, avec, je pense que vous avez sous les yeux l'interview de Valérie Sangor, mais sont interviewés aussi le Musée du Louvre, la Cité des Sciences et de l'Industrie, le MUSEM, qui sont présentés dans ce catalogue à titre introductif, on va dire. Ensuite, on rentre vraiment dans le dur du contenu avec ces sections. Donc, une première section sur la production de contenu, la distribution. Vous voyez que, donc là, on est sur une fiche, on peut rester sur la fiche de narratif, par exemple, ou de Novelab. On a voulu vraiment rendre le catalogue très pratique et lisible. Donc, chaque société est présentée de façon très rapide au sein d'une fiche, très visuelle. On a essayé de ne pas avoir de texte trop long, faire en sorte que nos partenaires à l'étranger puissent comprendre très rapidement l'expertise qui est proposée et avoir accès à des informations qui nous ont semblé importantes, notamment, alors évidemment, toutes les informations pratiques, les contacts, le catalogue est actif, donc les liens vers les sites des sociétés sont intégrés au catalogue, etc. On a une facilité d'usage. On a mis en avant donc un savoir-faire spécifique, mais vous voyez que sur le côté gauche, en haut à gauche, les sociétés ont pu aussi renseigner d'autres expertises qui sont ici présentes sur leur fiche. On leur a demandé aussi de mettre en avant éventuellement des clients qui sont des noms qui ont un impact à l'international. Donc, soit si ces sociétés ont déjà travaillé pour des monuments ou des établissements culturels très connus, c'est quelque chose qui évidemment fait un impact en termes de référence. Des grandes marques de luxe aussi sont des noms qui impressionnent et qui rassurent et qui valorisent le travail de ces entreprises. Donc, on l'a fait aussi apparaître. Et puis, dans le petit encart sur les achievements, on a demandé à chaque entreprise de sélectionner un certain nombre de projets qui leur semblent illustrer le mieux leur savoir-faire. Alors, merci Agnès. Ce catalogue sera mis à disposition effectivement de l'ensemble de la communauté et via notamment notre newsletter destinée à 20 000 acteurs à la fois du patrimoine, du tourisme et du numérique. J'aimerais avoir, je dirais, face caméra, votre regard sur justement la capacité que ces entreprises ont à s'exporter. Aujourd'hui, quels sont les pays qui sont très très en demande de ces savoir-faire ?
Alors, la capacité à s'exporter, ça a été une des conditions pour figurer au catalogue. C'est-à-dire qu'on a été sollicité, et on fait un travail de veille assez large sur l'ensemble des acteurs de cette, voilà, qui sont au sein de cette expertise, j'allais dire de cette filière, mais on y vient petit à petit. Et certains nous ont confié ne pas être encore complètement mûrs pour partir à l'export. Par exemple, le fait de ne pas avoir de site internet traduit en anglais, par exemple, c'est un premier frein qui est difficile à surmonter. Donc là, les entreprises qui figurent au catalogue sont normalement vraiment des entreprises qui sont prêtes à travailler à l'étranger. Alors, elles ne sont pas forcément toutes prêtes à travailler aux 4 coins du monde. Certaines nous ont dit avoir visé plutôt un marché européen, quand d'autres sont déjà vraiment à l'export aux 4 coins du monde. Est-ce qu'il y a une success story, entre guillemets, qui vous a marqué parmi les entreprises que vous avez rencontrées lors de l'édition de ce catalogue? Ce qu'on sait, pour répondre à votre question précédente sur les régions du monde où on sent un intérêt très fort et surtout des politiques de développement culturel et touristique. Alors, c'est évidemment les régions du Golfe. Ça, je n'apprends rien à personne, puisqu'on a tous suivi depuis des années les travaux assez gigantesques du Qatar, d'Abu Dhabi, etc., voilà, qui ont vraiment des politiques après pétrole très tournées vers le tourisme et la culture, et donc où les Français ont excusez-moi, était particulièrement présent, mais c'est aussi ce qui nous a permis d'identifier que les institutions étaient très présentes, mais que les professionnels privés n'étaient pas toujours identifiés, puisque quand je vous parlais de la concurrence avec les Anglais notamment ou les Américains, c'est à l'occasion de ce type de projet qu'on a pu constater qu'on était très bien identifiés pour avoir du conseil sur, par exemple, la construction du bâtiment, mais quand il s'agissait de réaliser le site internet du musée en question, c'était pas toujours à la porte des entreprises françaises qu'on allait toquer, et c'est ça qu'on veut changer pour montrer que ces savoir-faire sont présents chez nous, qu'on a vraiment tout l'écosystème complet, valorisable et utilisable dans le cadre de ces projets. En Asie aussi, c'est une autre région du monde où on a constaté des politiques culturelles très avancées, ou en tout cas de développement de musées. Je pense à la Chine notamment, qui a construit depuis 2015-2016 un nombre de musées absolument extraordinaire, enfin, dont certains d'ailleurs sont assez vides, parce que les infrastructures ont été construites, mais avec pas forcément toujours des collections. Donc ça, c'est des opportunités aussi pour une nouvelle forme d'activité que développent beaucoup de ces entreprises et certaines institutions publiques, à savoir des expositions numériques qui sont complètement exportables et diffusables à l'international, qui donc peuvent être accueillis dans ce genre de lieu. On a passé un petit peu rapidement une première slide là sur ce que propose par exemple Lucid Reality, si vous voulez revenir un tout petit peu en arrière dans les slides. Et voilà, ça ce sont en l'occurrence, il s'agit d'un programme sur Monet, mais c'est des expériences qui peuvent être installées dans des lieux pour lesquels, en tout cas, nous, on cherche des lieux à l'étranger qui sont en capacité d'accueillir ce type de projet. Donc voilà, il y a plusieurs pays en Asie qui sont assez intéressés et actifs sur ce type de stratégie de développement culturel. C'est vrai aussi d'une partie de l'Amérique du Sud. Je ne vais pas être trop longue, mais en tout cas, on est certain. Donc, elle s'exporte déjà. Et on a peut-être intérêt rapidement à s'appuyer sur elle aussi pour travailler nos propres patrimoines avant que cette valeur ajoutée, finalement, ne profite à d'autres territoires. Mais là, c'est le côté Clochemerle. Merci beaucoup Agnès Alfandari. Merci beaucoup à Blaben Miloud Fauché. Cédric O n'a pas pu être avec nous, y compris à distance, pour des raisons effectivement indépendantes de sa volonté. De fait, quand on est en charge de la V2, voire de la V3 de Stop Covid, la vie devient tout de suite un peu plus compliquée. Mais voilà, nous bénéficions de la bienveillance de la mission French Tech par rapport à ce que nous initions ici aujourd'hui. Donc progressivement, effectivement, ces choses, on l'a vu avec l'allocution de Roselyne Bachelot hier et avec ce soutien de la mission French Tech et du secrétariat d'État au numérique, petit à petit, les convergences se mettent en place et petit à petit, on arrivera peut-être à accoucher d'une filière.
Merci. Je vous demande d'applaudir Agnès Alfandari et Abla Benmouloud-Fauché. Merci beaucoup, Agnès. Merci. À bientôt.